Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. En plus de Sébikotane, Kaolack, Kaffrine et Fatick vont aussi avoir des stations de déferrisation. Il s'agit d'améliorer considérablement la qualité et la production de l'eau dans le Sine et le Saloum. 18 milliards de francs CFA sont débloqués par l'État pour réaliser ces ouvrages. La babouche sénégalaise a fini de s'imposer sur le marché local. Les artisans ambitionnent aujourd'hui d'aller à la conquête des marchés extérieurs. Ils pensent ainsi à l'industrialisation de la filière. C'est l'objet de la rubrique Ateliers et comptoirs. La babouche qui fait penser à la tabaski tout comme le bétail. On s'intéresse justement à l'aliment du cheptel, des compléments nutritifs indispensables pour un élevage intensif. C'est pourquoi le secteur est investi par de nombreux entrepreneurs. Le business de l'aliment de bétail, c'est le focus du jour. Dans l'actualité sportive, le football sénégalais en attente d'un nouveau patron réunis ce samedi en assemblée générale. Les acteurs du ballon rond vont élire à l'issue le nouveau président de la FSF. Nous retrouverons dans ce journal nos équipes au King Fahd pour nous faire le point. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Justement, nous ouvrons avec cette actualité. Nous prenons la direction du King Fahd pour retrouver notre équipe sur place. Seydina Alioune Djigo, bonsoir. Alors, quelle est la situation sur place ? Bonsoir, Seydina Alioune Djigo. Voilà, je rappelle que Seydina Alioune Djigo se trouve actuellement au King Fahd Palace. Il doit donc nous faire le point sur l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football qui doit élire donc son nouveau président. Nous le retrouverons sans doute au cours de ce journal pour nous faire la situation. Je le disais en titre, 18 milliards de francs CFA pour améliorer la production et la qualité de l'eau dans le Sine et le Saloum. 3 stations seront construites à Kaolack, Fatick et Koungheul. Les ouvrages seront fonctionnels en 2018, nous dit Hamidou Diop. La fluorose dentaire sera bientôt un mauvais souvenir dans le bassin arachidier. L'installation de cette station de déferrisation à Koungheul permettra à la ville d'avoir une eau de meilleure qualité. Une vieille doléance que le gouvernement a résolu. Presque 3 milliards ont été investis ici pour enlever l'aspect rougeâtre de l'eau. Les travaux ont démarré, comme vous l'avez vu, nous sommes à un niveau d'exécution à peu près de 30% sur la partie génie civil. Tout ce qui est équipement de traitement et de process en général, tous ces équipements sont aujourd'hui commandés. C'est la coloration qui pose problème, parce que si vous mettez l'eau dans une bouteille que vous déposez, pendant 1 heure de temps, vous voyez tout un dépôt en bas de la bouteille. Donc si aujourd'hui l'État sénégalais pense aujourd'hui à investir autant d'argent pour rendre en tout cas cette eau potable et plus présentable, nous ne pouvons que saluer ce geste. À Fatick aussi, l'eau est disponible, mais le goût peut être amélioré. Et ici, le chantier de la station de traitement du fluo est très en avance. Au mois de février 2018, elle sera opérationnelle et le goût saumâtre de l'eau fatickoise disparaîtra. Ce projet-là ne peut être en fait que le bienvenu ici au niveau du département de Fatick. D'autant plus qu'à la fin de ce projet, il s'agira donc de proposer aux consommateurs et aux abonnés en fait de la SDE de l'eau avec des quantités de fluor beaucoup plus revues à la baisse, mais également qui n'aura plus en fait ce goût saumâtre. À Fatick, on ne peut pas même pas utiliser l'eau aujourd'hui pour faire du linge. Même aussi avec l'eau que nous avons aujourd'hui, ce n'est quand même pour utiliser quand même d'autres fins, mais pas aussi pour prendre de l'eau à boire. Le niveau de ces chantiers dans le bassin arachidier est jugé satisfaisant par la SONES qui érige actuellement en priorité l'amélioration de la qualité de l'eau. Cette usine a pour objectif principalement de diminuer le taux de fluorure ainsi que chlorure dans l'eau. Et le niveau d'exécution aujourd'hui excède à peu près 30%. Et d'ici le mois de septembre, octobre, l'ensemble du génie civil sera achevé.
Les équipements feront l'objet d'une réception en usine dans différents pays européens au mois de septembre. Et Inch'Allah, la date prévisionnelle de mise en service est prévue pour le mois de février 2018. Autre région du bassin arachidier bénéficiaire, Kaolack. Le gouvernement y a investi presque 11 milliards, ce qui a permis de doubler la production de l'eau. Ici également, 2 stations de traitement du fluo seront construites. Les enfants qui naîtront à partir de 2018 ne souffriront plus de fluorose dentaire. Nous restons dans la zone pour parler santé. L'État a mis à la disposition de la région de Kaolack 12 ambulances médicalisées, des outils destinés aux zones difficiles d'accès. Les populations bénéficiaires s'en félicitent. C'est un reportage de Claire Diop. 12 ambulances médicalisées pour la région de Kaolack. L'apport est de taille dans cette partie du pays où l'accès à une prise en charge sanitaire correcte pour les habitants de certaines localités reste encore difficile. À cela s'ajoute le caractère accidentogène de la zone. Les 4 districts sont les bénéficiaires. Les clés ont été remises par le gouverneur. Le district de Kaolack, dans le centre de santé de Gandiaye, dans le poste de santé de Medina Baye et dans le poste de santé de Kabatoki. Au niveau du district sanitaire de Ndofane, nous avons le poste de santé de Taïba Niassène, nous avons le poste de santé de Ngayen Sabah et ensuite le poste de santé de Kowel. Au niveau du district sanitaire de Ndofane, c'est le centre de santé de Ndofane qui est bénéficiaire, plus de poste de santé de Kerbaka et ensuite le poste de santé d'Agasamba. Un ouf de soulagement pour les populations, la santé étant une compétence transférée. Les collectivités locales voient à travers ce geste une réponse efficace aux problèmes d'évacuation des malades. Ces ambulances vont desservir des localités enclavées. Toutes les populations qui sont là-bas doivent sentir vraiment que l'État a fait un effort pour accompagner la santé. Après la SEMI, après d'autres activités menées par l'État à travers la couverture maladie universelle. Si aujourd'hui on s'est bénéficié d'une ambulance Land Cruiser qui coûte aux environs de 60 millions, moi je crois que c'est un ouf de soulagement pour la population de Ngaël, mais également pour l'ensemble des bénéficiaires au niveau du Sénégal. Le gouverneur, lui, a insisté sur l'entretien et la bonne utilisation de ces équipements. Il a formulé des recommandations. La première des recommandations, c'est de faire bon usage de ces ambulances. La deuxième recommandation, évidemment, c'est de veiller à l'entretien de ces ambulances parce que le gouvernement du Sénégal a fait un véritable effort en mettant à la disposition de ce nombre assez impressionnant d'ambulances, donc à la disposition des structures sanitaires. Cette dotation en équipement médicalisé entre en droite ligne avec la politique de l'État du Sénégal en matière de santé et les bénéficiaires applaudissent. À cette cérémonie de remise de clés, on prépare des responsables du comité de gestion, des élus, des autorités religieuses, entre autres personnalités. Un nouveau tournant dans la stratégie de promotion et de développement des PME, la mise en place d'un réseau Sénégal PME piloté par la DPME. Il va regrouper l'ensemble des structures d'appui à des PME, donc ces PME qui représentent plus de 99% des entreprises du Sénégal. Les structures impliquées ont fini de décliner à travers une retraite de 3 jours les éléments constitutifs du réseau, nous dit Aram Dao. Lorsque toutes les structures en charge des PME se regroupent pour un dispositif d'appui plus efficace, cela donne un réseau qui se veut inédit, Sénégal PME. Il existait dans les différents départements ministériels ou même peut-être dans le secteur privé des initiatives éparses dans le sens de l'appui et l'encadrement des PME. Donc d'où la nécessité en réalité de mettre en place un réseau. Les PME qui représentent 99,8% du tissu économique font face à des défis que ces structures veulent relever ensemble. Comment accéder plus largement à la commande publique? On est à 28% aujourd'hui. Comment aller vers 40-50% aux privés nationaux? L'accès au financement. Individuellement, comme je le disais, personne n'est en mesure de relever le défi qui est proposé. Donc on a une absolue nécessité de travailler ensemble. Vous voyez que donc c'est une chaîne qui commence à fonctionner. Nous allons lancer le volet agricole du recensement général des entreprises. C'est aussi un autre pan des PME
non négligeable. Le Sénégal se prépare à de grandes rencontres sur ces PME. Le réseau sera lancé à cet effet. Il jouit déjà de la synergie voulue. J'insiste encore sur le rôle du secteur privé parce que c'est le secteur privé qui crée des richesses, c'est le secteur privé qui doit être accompagné, qui doit être mieux organisé, donc ils doivent être au début et à la fin de ce processus. Heureusement, cet aspect n'est pas perdu de vue. Le plus grand défi, c'était d'abord l'initiative de dire voilà, nous sommes tous là, nous assistons vers la même cible, la PME. Essayons de constituer un réseau afin d'optimiser les synergies pour mieux impacter sur la cible. Parce que le tout, c'est plus que la somme des parties. Le tout, c'est la somme des synergies. Terreau fertile de création d'emplois et de richesses, les PME ont aujourd'hui plus que jamais l'attention d'un État qui aspire à l'émergence. Économie toujours, pour parler de la problématique de la surveillance douanière. C'est l'un des aspects de la politique douanière du Sénégal au regard des enjeux sous-régionaux et internationaux liés à ce phénomène. L'amicale des inspecteurs et officiers des douanes a organisé une journée de réflexion sur la surveillance douanière. Les précisions de Pape Bounatiao. L'amicale des inspecteurs et officiers de douane face à un environnement international marqué par des mutations multiples apporte sa contribution pour permettre à l'administration douanière de s'adapter en s'appuyant sur la surveillance douanière. La douane comporte principalement deux activités, les opérations commerciales et les opérations de surveillance. Maintenant, l'aspect surveillance concerne tout ce qui touche aux brigades des douanes, aux subdivisions et en un mot, lutter contre la fraude à travers les moyens fournis par l'État du Sénégal. La réflexion lancée devrait déboucher sur un plan d'action, mais auparavant, il faut une stratégie pour définir les orientations et objectifs afin de repositionner la surveillance tout en ayant en ligne de mire les parts de marché que les entreprises sénégalaises peuvent gagner à l'étranger. La fraude est devenue maritime, elle est devenue aérienne, elle est devenue numérique, elle est devenue vraiment une fraude documentaire. Maintenant, comment faire en sorte que l'administration des douanes, à travers ce panel, puisse avoir un plan d'action qui part d'abord de l'analyse historique du phénomène de la surveillance à la présentation de l'état actuel vers une perspective pour lutter efficacement contre la fraude, contre la criminalité transnationale organisée. Les cadres de la douane, avec le premier d'entre eux, le directeur général des douanes, veulent, avec cette journée de réflexion, donner à leur institution les moyens de réussir son processus de modernisation. Aliments de bétail ou compléments nutritifs, un produit indispensable dans l'élevage intensif au Sénégal. La production nationale est estimée à près de 3000 tonnes par jour, un chiffre d'affaires d'environ 60 milliards de francs CFA par an. De nombreux entrepreneurs ont investi le créneau. C'est le focus du jour signé Youssouf Kaba. Mam Ibrahim, la quarantaine, un féru de l'élevage. Dans cet enclos, au cœur de Dakar, il détient près de 300 têtes de bœufs, de moutons et de volailles. Des animaux bien portants, bien nourris et jolis à voir. Cela dépend en grande partie de l'aliment de bétail. On ne peut pas s'en passer pour un mouton ou un bœuf élevé à la maison. Des aliments enrichis, des compléments nutritifs pour l'accroissement et la bonne santé des animaux. Un mouton comme ce ladoum, sa nourriture est enrichie de vitamines et d'autres nutriments qui améliorent son état. Et avec cela, on peut obtenir tout ce qu'on veut. C'est ici que tout commence. Avant d'arriver dans les fermes, le produit subit un parcours atypique. De la matière première à la mise en sac des aliments finis, la chaîne bien huilée fait son œuvre. Et au bout, une production quotidienne qui avoisine les 1000 tonnes. Dans l'ensemble, on fait 500 tonnes ici, 400 tonnes là-bas. Ça nous fait 900 tonnes d'aliments par jour, quoi. Aliments confondus, bétail et volaille confondus. Donc, voilà, on excelle dans ce qu'on sait faire. Nous sommes concessionnaires pour l'Afrique de l'Ouest. À côté de celle-ci, d'autres unités de production d'aliments de bétail existent un peu partout dans le pays. La production nationale quotidienne est estimée à 3000 tonnes, un rythme suffisant pour répondre aux besoins du cheptel national, estimé à son tour à près de 2 millions de têtes. Seul bémol, des difficultés d'accès à la matière première. Si on importe du tourteau de soya, on importe du maïs, pour un pays agricole comme le Sénégal, c'est inacceptable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vallée là-bas, c'est presque
un coin du Brésil où on peut tout cultiver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut pousser les producteurs à produire et vendre aux industriels qui vont transformer et vendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en ce moment, on ne dépendra plus de Chicago, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on dépend de la bourse de Chicago ou de Minneapolis, et aujourd'hui, on n'a pas une marge de manœuvre sur le prix de vente. Ça pose un problème économique. Après l'étape de l'usine, l'aliment est introduit dans un réseau de distribution. Une étape qui fait des heureux, même au-delà de nos frontières. Est-ce que vos produits sont retrouvables un peu partout dans le Sénégal? Oui, ça c'est sûr. Donc allez-y je dirais même jusqu'en Gambie. Vous allez trouver réellement les produits des moulins, réellement pour tout. C'est une activité très intéressante. J'en profite beaucoup. Et en plus, j'approvisionne les petits commerçants d'aliments de Gueule-Tapée, de Colobane et de Fass. Le business de l'aliment de bétail est une activité lucrative qui contribue fortement aux activités économiques, notamment au PIB, en ce sens qu'elle génère près de 60 milliards de francs CFA par an de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les programmes de développement de l'élevage intensif en dépendent fortement. Voilà donc pour le focus du jour. Je le disais également au titre, la babouche sénégalaise va s'imposer sur le marché mondial. Pour les artisans sénégalais, l'idée de conquérir davantage le marché passe par l'industrialisation, mais pas question pour eux de laisser tomber le travail manuel. C'est cela qui donne de la qualité et de la valeur à leurs produits. Babouche du pays à la conquête des marchés extérieurs, c'est le sujet de votre rubrique Ateliers et comptoirs, en document signé Issa Thiorogey. Il tient un patrimoine, dit-il. Badara est babouchier. Il a 45 ans de métier. À 15 ans déjà, il savait faire des babouches du pays. La babouche fait partie de la personnalité du Sénégalais. C'est notre patrimoine, c'est aussi de l'art, du grand art. Dans cet atelier qui fait en même temps office de boutique, travaillent 11 babouchiers. La plupart sont des jeunes. Tout le travail se fait à la chaîne. Il y en a ceux qui tracent et coupent, ceux qui collent avec manie, ceux qui ajustent à l'aide de marteau et surtout ceux qui tiennent le fil. As et tailleur, c'est un as dans l'art d'assembler. Son rôle, c'est aussi de donner à la babouche du pays de la valeur et de la qualité. C'est la couture qui valorise la babouche. Tout est cousu avec du fil. C'est ça qui donne de la valeur au produit. Abdou connaît bien le métier pour l'avoir hérité de son père en 2001. C'est un fin spécialiste de la semelle au cuir d'agneau ou de vachette. La semelle en caoutchouc ou en plastique fait également partie de son capital. Ces babouches sont une spécialité familiale, dit-il, mais chacune d'elles vaut ce qu'elle vaut, ajoute le jeune artisan babouchier. Je fais ça et ça. Ça, c'est du cuir. Chaque babouche a sa qualité et son prix. C'est fait avec de la peau de chèvre et de la peau de vache. La teinture est de qualité. Elle est faite de produits végétaux spécialement. Chez les artisans babouchiers, il y a des chaussures pour tous les âges. Modou est spécialiste de la babouche pour enfants. Sa stratégie est de semer l'avenir, souligne-t-il. Pour lui, la meilleure politique de promotion des productions locales est d'amener les Sénégalais à consommer les produits du pays dès le bas âge. Ses clients viennent de partout, notamment de la sous-région ouest africaine. Les clients viennent de la Gambie, de la Guinée, du Mali, du Burkina et même de la Côte d'Ivoire. C'est des babouches de qualité. Même
Preuve que la babouche du pays est un marché réel et potentiellement porteur. Au Sénégal, la paire coûte entre 2 et 5 000 francs CFA, alors que la babouche importée s'achète à près du double, soit entre 7 et 9 000 francs CFA. Un paradoxe à inverser et à convertir en une politique d'accompagnement de la filière, soutient Badara, selon qui la solution est dans le binôme industrie-artisanat pour pouvoir produire plus, mais garder l'originalité et ne jamais standardiser la babouche du pays. Il est difficile de produire chaque jour 10 paires de babouches à la main. Les machines nous aideraient beaucoup à en produire davantage. Si la mécanisation est un défi pour la babouche du pays, devient un challenge le labelling certifié pour conquérir davantage de plateformes commerciales extérieures. Déjà, le marché intérieur est bien entretenu par les festins traditionnels, tout comme par les fêtes ou journées religieuses. Reste seulement à lancer une foire pour la babouche du pays et qui sait, dans l'art de bien faire. Voilà donc pour la rubrique Catalyse et comptoir signé Issa Thiorogé. Nous reprenons la direction du King Fahd Palace où se tient aujourd'hui l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football. C'est surtout pour élire un nouveau président de la FSF. Nous y retrouvons tout de suite Seydina Alioune Djigo. Alors Djigo, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire ce qui se passe actuellement au King Fahd Palace? Bonsoir Moubalde. Depuis ce matin, ils étaient des centaines à rallier le King Fahd Palace pour venir prendre part à l'AG élective de la Fédération sénégalaise de football, une AG décisive qui va vraiment consacrer la nouvelle équipe qui va présider aux destinées de l'instance dirigeante du football sénégalais. Une AG décisive donc, au bout d'elle, y aura-t-il la continuité ou la nouveauté? La réponse pour l'une ou l'autre éventualité est incarné par les candidats que sont Augustin Senghor, Louis Lamotte et Mbaye Diouf Dia. Tout a commencé dans la sérénité et cela semblait faire écho à l'appel à la responsabilité fait par la tutelle. Sans paix, on ne peut rien construire. Nous avons des échéances extrêmement importantes. Nous devons rencontrer le Burkina Faso en aller-retour. Et ça, c'est un chantier énorme qui ne peut pas laisser la place à un combat inutile. Aujourd'hui, c'est un jour pour la fédération. Demain, c'est le travail qui doit continuer. Après la cérémonie officielle, les choses sérieuses pouvaient commencer après la pause. C'est à ce moment-là que la tension a commencé à monter d'un cran puisque certains mandataires ont fustigé la présence de certains clubs qui, selon eux, n'avaient pas le droit de siéger dans cette AG. Selon eux, les textes sont clairs. Quand un club reste inactif pendant plus de 2 ans, il est automatiquement suspendu. Un argument battu en brèche par ces mêmes clubs puisque, selon eux, ils ont payé leur réaffiliation, donc ils sont légitimes. Il a fallu l'intervention du superviseur mandaté par la CAF pour que les esprits se calment. Après, le vote pouvait commencer. Il se déroule en ce moment. Je puis vous assurer que nous allons vous tenir informés tout au long de la soirée de l'issue de cette AG. Voilà donc, merci à vous Seydina Alioune Djigo. Nous suivons donc cette actualité de très près. On vous retrouvera un peu plus tard pour donc l'issue de l'Assemblée générale. Le projet pilote de la formation duale finalisé à Mbour, les acteurs se sont retrouvés pour donc dégager des recommandations. Elles portent sur le démarrage imminent du projet. Le compte-rendu de Hamidou Diop. Pour une implantation réussie de la formation professionnelle duale au Sénégal inspirée du modèle suisse, les acteurs du secteur se sont réunis pendant 2 jours pour finaliser le projet pilote. Au terme des rencontres, d'importantes recommandations ont été faites. Nous, en tant que fonds de financement de la formation professionnelle, nous avons le volet le plus important, pour ne pas le dire le volet financier. Monsieur le ministre a décidé que le financement de cette partie de la formation duale au Sénégal se fasse à travers le fonds de financement de la formation professionnelle. La pertinence de la formation duale n'est plus à démontrer, elle a fait ses preuves ailleurs.
Et aujourd'hui, c'est tout heureux que le Sénégal puisse s'engager dans cette voie. Au sortir de cette rencontre, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique est incité à engager des actions nécessaires à la prise en charge des activités de 2017 du projet en vue d'accompagner son démarrage immédiat. Monsieur le ministre nous a instruit que ça démarre. Nous avons fini de mettre en place un plan d'action minimal qui démarre dès demain, si vous voulez. Et donc les premières actions vont être faites. Vous savez que dans la formation duale, les entreprises jouent un rôle important. Et c'était tout heureux qu'elles soient représentées ici à travers des entreprises prises individuellement, mais aussi à travers le cadre, notamment le patronat. Pour la réussite du projet, le gouvernement du Sénégal a dégagé une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Au total, 10 000 jeunes vont en bénéficier dans un premier temps. Aujourd'hui, M. le ministre nous a demandé de venir, n'est-ce pas, donc à Saly, avec toutes les directions du ministère, les directeurs généraux, les directeurs nationaux, pour qu'on puisse pencher en relation avec le comité technique de suivi que nous avons mis en place, comité technique de suivi de la formation duale, pour réfléchir sur un projet extrêmement important d'enrôler d'ici 3 ans 10 000 jeunes dans le processus du dual. Le développement du capital humain figure parmi les piliers du plan Sénégal émergent. La mise en place de la formation professionnelle duale facilite à la fois l'acquisition des connaissances et l'insertion dans le milieu professionnel. Parution de livre Kalidou, les tribulations d'un jeune Foutanké, c'est donc le titre du premier roman de Dr Atoumane Ndiaye. Ce pharmacien devenu écrivain retrace l'ascension, la déchéance et puis la mort d'un personnage que l'émigration avait souri, mais il sera rattrapé par le sida. L'auteur qui a dédicacé son livre devant une assistance nombreuse promet déjà d'autres productions, nous dit Oumar Diaw. Kalidou, les tribulations d'un jeune Foutanké raconté par quelqu'un dont les racines se trouvent là-bas, mais qui a vu le jour ailleurs, ce qui en fait un Djoudou Djeri. Pour autant, tout n'est pas perdu, comme dans la célèbre chanson. Quand on finit de lire son livre, mais on ne peut pas imaginer que ce garçon-là n'est pas né au Fouta, n'a pas grandi au Fouta. On ne peut pas l'imaginer tant l'auteur a pu se mettre en immersion dans le milieu de ses origines. La culture, les traditions, les évolutions psychosociales, il a finement observé le tableau. Un travail presque de socio-anthropologue et pourtant, c'est un pharmacien. J'en ai 2 chez moi qui auraient du mal à écrire 2 pages. 2 pharmaciens. Fils d'un instituteur dont le souvenir de la discrétion et de la rigueur est resté dans les mémoires, Dr Ndiaye a de qui tenir. Le maître a sans doute inculqué la passion de la lecture au fils. Mes humanités avec la lecture, c'est depuis tout petit. Donc, c'est en quelque sorte un retour vers ce que j'aime le plus. Entre le goût de la lecture et la capacité d'écrire un roman, il y a du chemin. L'auteur l'aura parcouru avec sa plume et sa blouse. L'objectif premier, c'était en fait de sensibiliser sur le VIH. Mais chemin faisant, nous avons traité des thèmes comme l'immigration et ses conséquences. Et le fils de réaffirmer la conviction du père sur le sida. Le sida est une maladie très grave pour tout le monde et qui peut tuer. Le sida tue et Kalidou va en mourir, lui qui est parti de son Fouta pour aller s'enrichir en Angola via la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Riche comme Crésus, polygame légalement dans son pays, vivant illégalement avec des maîtresses à l'étranger, où un jour on lui apprend une nouvelle inquiétante. Kalidou s'évanouit, tomba de sa chaise, s'affala sur le sol, les yeux révulsés quand il apprit qu'il pouvait en être porteur. Finalement, ces diamants ne lui serviront pas à grand-chose, il meurt. Si Kalidou a quitté la scène, l'auteur lui élargit la perspective. C'est déjà 2 manuscrits qui sont déjà bouclés. J'espère que j'aurai la même chance qu'avec Kalidou, les tribulations de Jean Foutanké. Très bien écrit, le roman facile à lire aborde les thèmes de l'émigration, de l'éducation et de l'intégration africaine. L'intention didactique de l'auteur transparaît dans les lignes d'un ouvrage qui fait réfléchir. En tout cas, bonne suite, docteur Atoumane Ndiaye. Le Mogo Naba du Burkina Faso, au roi des Moussi, est nominé pour le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique par le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue CIRID. Les membres de ce centre l'ont rencontré au Burkina Faso pour échanger avec lui. La délégation en a profité pour rencontrer les autorités burkinabées. Hamidou Diop nous en dit un peu plus.
Le CIRID, Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue en Afrique, est venu au Burkina Faso dans le cadre d'une tournée de prospection. La personnalité nominée ici est le Mogo Naba, le roi des Moussi. Sa Majesté le Mogo Naba s'est d'abord réjoui de l'existence de ce prix Macky Sall pour la paix en Afrique, a remercié les initiateurs pour toute cette action. Et le président Macky Sall est un homme de paix, un homme de dialogue. Les efforts de ce sage pour la sortie de crise au Burkina Faso ont inspiré le CIRID qui, à travers le prix Macky Sall, pose les jalons d'une stabilité en Afrique. Le Mogo Naba, c'est une haute personnalité africaine qui intéresse notre démarche. C'est auprès des gens comme ça que nous venons nous ressourcer. Nous allons aller ailleurs aussi, dans d'autres sous-régions africaines. Après, nous allons, avec notre comité de sélection, décider de celui qui sera le lauréat du prix Macky Sall. Au Burkina Faso, le chef de la diplomatie a reçu la délégation du CIRID et a salué l'existence de ce prix qui récompense les efforts de ceux qui œuvrent pour la paix. Il a également souhaité que le Mogo Naba soit le lauréat. S'il est choisi, ça va être non seulement quelque chose qui va nous réjouir, mais ça va couronner un travail fait par le Mogo Naba. Après le Burkina Faso, la délégation du CIRID se rendra en République démocratique du Congo, où elle va toujours rencontrer les évêques du Congo. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Après ce journal, l'actualité sportive revient avec notamment de l'athlétisme, avec la course de Usain Bolt tant attendue, et la suite de l'élection d'un nouveau président pour la Fédération sénégalaise de football. Très bonne soirée sur la RT100. Aline Djigo, bonsoir. Alors, quelle est la situation sur place? Bonsoir, Seydina Aline Djigo. Voilà, je rappelle que Seydina Aline Djigo se trouve actuellement au King Fahd Palace. Il doit donc nous faire le point sur l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football qui doit élire donc son nouveau président. Nous le retrouverons sans doute au cours de ce journal pour nous faire la situation. Je le disais en titre, 18 milliards de francs CFA pour améliorer la production et la qualité de l'eau dans le Sine et le Saloum. 3 stations seront construites à Kaolack, Fatick et Koungheul. Les ouvrages seront fonctionnels en 2018, nous dit Hamidou Diop. La fluorose dentaire sera bientôt un mauvais souvenir dans le bassin arachidier. L'installation de cette station de déferrisation à Koungheul permettra à la ville d'avoir une eau de meilleure qualité. Une vieille doléance que le gouvernement a résolu. Presque 3 milliards ont été investis ici pour enlever l'aspect rougeâtre de l'eau. Les travaux ont démarré, comme vous l'avez vu, nous sommes à un niveau d'exécution à peu près de 30% sur la partie génie civil, tout ce qui est équipement de traitement et de process en général, tous ces équipements sont aujourd'hui commandés. C'est la coloration qui pose problème, parce que si vous mettez l'eau dans une bouteille que vous déposez, pendant 1 heure de temps, vous voyez tout un dépôt en bas de la bouteille. Donc si aujourd'hui l'État sénégalais pense aujourd'hui à investir autant d'argent pour rendre en tout cas cette eau potable et plus présentable, nous ne pouvons que saluer ce geste. À Fatick aussi, l'eau est disponible, mais le goût peut être amélioré. Et ici, le chantier de la station de traitement du fluo est très en avance. Au mois de février 2018, elle sera opérationnelle et le goût saumâtre de l'eau fatickoise disparaîtra. Ce projet-là ne peut être en fait que le bienvenu ici au niveau du département de Fatick. D'autant plus qu'à la fin de ce projet, il s'agira donc de proposer aux consommateurs et aux abonnés en fait de la SDE de l'eau avec des quantités de fluor beaucoup plus revues à la baisse, mais également qui n'aura plus en fait ce goût saumâtre. À Fatick, on ne peut pas même pas utiliser l'eau aujourd'hui pour faire de linge. Et même aussi avec l'eau que nous avons aujourd'hui, ce n'est quand même pour utiliser quand même d'autres fins, mais pas aussi pour prendre de l'eau à boire. Le niveau de ces chantiers dans le bassin arachidier
est jugé satisfaisant par la SONES qui érige actuellement en priorité l'amélioration de la qualité de l'eau. Cette usine a pour objectif principalement de diminuer le taux de fluorure ainsi que chlorure dans l'eau. Et le niveau d'exécution aujourd'hui excède à peu près 30%. Et d'ici le mois de septembre, octobre, l'ensemble du génie civil sera achevé. Les équipements feront l'objet d'une réception en usine dans différents pays européens au mois de septembre. Et Inch'Allah, la date prévisionnelle de mise en service est prévue pour le mois de février 2018. Autre région du bassin arachidier bénéficiaire, Kaolack. Le gouvernement y a investi presque 11 milliards, ce qui a permis de doubler la production de l'eau. Ici également, 2 stations de traitement du fluo seront construites. Les enfants qui naîtront à partir de 2018 ne souffriront plus de fluorose dentaire. Nous restons dans la zone pour parler santé. L'État a mis à la disposition de la région de Kaolack 12 ambulances médicalisées, des outils destinés aux zones difficiles d'accès. Les populations bénéficiaires s'en félicitent. C'est un reportage de Claire Diop. 12 ambulances médicalisées pour la région de Kaolack. L'apport est de taille dans cette partie du pays où l'accès à une prise en charge sanitaire correcte pour les habitants de certaines localités reste encore difficile. À cela s'ajoute le caractère accidentogène de la zone. Les 4 districts sont les bénéficiaires. Les clés ont été remises par le gouverneur. Le district de Kaolack, dans le centre de santé de Gandiaye, dans le poste de santé de Medina Baye et dans le poste de santé de Kabatoki. Au niveau du district sanitaire de Ndofane, nous avons le poste de santé de Taïba-Niassène, nous avons le poste de santé de Ngayen Sabah et ensuite le poste de santé de Kowel. Au niveau du district sanitaire de Ndofane, c'est le centre de santé de Ndofane qui est bénéficiaire, plus de poste de santé de Kerbaka et ensuite le poste de santé d'Agasamba. Un ouf de soulagement pour les populations, la santé étant une compétence transférée. Les collectivités locales voient à travers ce geste une réponse efficace aux problèmes d'évacuation des malades. Ces ambulances vont desservir des localités enclavées. Toutes les populations qui sont là-bas doivent sentir vraiment que l'État a fait un effort pour accompagner la santé. Après la SEMI, après d'autres activités menées par l'État à travers la couverture maladie universelle. Si aujourd'hui on s'est bénéficié d'une ambulance Land Cruiser qui coûte aux environs de 60 millions, moi je crois que c'est un ouf de soulagement pour la population de Ngaël, mais également pour l'ensemble des bénéficiaires au niveau du Sénégal. Le gouverneur, lui, a insisté sur l'entretien et la bonne utilisation de ces équipements. Il a formulé des recommandations. La première des recommandations, c'est de faire bon usage de ces ambulances. La deuxième recommandation, évidemment, c'est de veiller à l'entretien de ces ambulances parce que le gouvernement du Sénégal a fait un véritable effort en mettant à la disposition de ce nombre assez impressionnant d'ambulances, donc à la disposition des structures sanitaires. Cette dotation en équipement médicalisé entre en droite ligne avec la politique de l'État du Sénégal en matière de santé et les bénéficiaires applaudissent. À cette cérémonie de remise de clés, on prépare des responsables du comité de gestion, des élus, des autorités religieuses, entre autres personnalités. Un nouveau tournant dans la stratégie de promotion et de développement des PME, la mise en place d'un réseau Sénégal PME piloté par la DPME. Il va regrouper l'ensemble des structures d'appui à des PME, donc ces PME qui représentent plus de 99% des entreprises du Sénégal. Les structures impliquées ont fini de décliner à travers une retraite de 3 jours les éléments constitutifs du réseau, nous dit Aram Daoua. Lorsque toutes les structures en charge des PME se regroupent pour un dispositif d'appui plus efficace, cela donne un réseau qui se veut inédit, Sénégal PME. Il existait dans les différents départements ministériels ou même peut-être dans le secteur privé des initiatives éparses dans le sens de l'appui et l'encadrement des PME. Donc d'où la nécessité en réalité de mettre en place un réseau. Les PME qui représentent 99,8% du tissu économique font face à des défis que ces structures veulent relever ensemble.
comment accéder plus largement à la commande publique. On est à 28% aujourd'hui. Comment aller vers 40-50% aux privés nationaux. L'accès au financement. Individuellement, comme je le disais, personne n'est en mesure de relever le défi qui est proposé. Donc on a une absolue nécessité de travailler ensemble. Vous voyez que donc c'est une chaîne qui commence à fonctionner. Nous allons lancer le volet agricole du recensement général des entreprises. C'est aussi un autre pan des PME non négligeable. Le Sénégal se prépare à de grandes rencontres sur ces PME. Le réseau sera lancé à cet effet. Il jouit déjà de la synergie voulue. J'insiste encore sur le rôle du secteur privé parce que c'est le secteur privé qui crée des richesses, c'est le secteur privé qui doit être accompagné, qui doit être mieux organisé, donc ils doivent être au début et à la fin de ce processus. Heureusement, cet aspect n'est pas perdu de vue. Le plus grand défi, c'était d'abord l'initiative de dire, voilà, nous sommes tous là, nous assistons vers la même cible de la PME. Essayons de constituer un réseau afin d'optimiser les synergies pour mieux impacter sur la cible. Parce que le tout, c'est plus que la somme des parties. Le tout, c'est la somme des synergies. Terreau fertile de création d'emplois et de richesses, les PME ont aujourd'hui plus que jamais l'attention d'un État qui aspire à l'émergence. Économie toujours pour parler de la problématique de la surveillance douanière. C'est l'un des aspects de la politique douanière du Sénégal au regard des enjeux sous-régionaux et internationaux liés à ce phénomène. L'amicale des inspecteurs et officiers des douanes a organisé une journée de réflexion sur la surveillance douanière. Les précisions de Pape Bounatiao. L'amicale des inspecteurs et officiers de douane face à un environnement international marqué par des mutations multiples apporte sa contribution pour permettre à l'administration douanière de s'adapter en s'appuyant sur la surveillance douanière. La douane comporte principalement deux activités, les opérations commerciales et les opérations de surveillance. Maintenant, l'aspect surveillance concerne tout ce qui touche aux brigades des douanes, aux subdivisions et en un mot, lutter contre la fraude à travers les moyens fournis par l'État du Sénégal. La réflexion lancée devrait déboucher sur un plan d'action, mais auparavant, il faut une stratégie pour définir les orientations et objectifs afin de repositionner la surveillance tout en ayant en ligne de mire les parts de marché que les entreprises sénégalaises peuvent gagner à l'étranger. La fraude est devenue maritime, elle est devenue aérienne, elle est devenue numérique, elle est devenue vraiment une fraude documentaire. Maintenant, comment faire en sorte que l'administration des douanes, à travers ce panel, puisse avoir un plan d'action qui part d'abord de l'analyse historique du phénomène de la surveillance à la présentation de l'état actuel vers une perspective pour lutter efficacement contre la fraude, contre la criminalité transnationale organisée. Les cadres de la douane, avec le premier d'entre eux, le directeur général des douanes, veulent, avec cette journée de réflexion, donner à leur institution les moyens de réussir son processus de modernisation. Aliments de bétail ou compléments nutritifs, un produit indispensable dans l'élevage intensif au Sénégal. La production nationale est estimée à près de 3000 tonnes par jour, un chiffre d'affaires d'environ 60 milliards de francs CFA par an. De nombreux entrepreneurs ont investi le créneau. C'est le focus du jour signé Youssouf Kaba. Mam Ibrahim, la quarantaine, un féru de l'élevage. Dans cet enclos, au cœur de Dakar, il détient près de 300 têtes de bœufs, de moutons et de volailles. Des animaux bien portants, bien nourris et jolis à voir. Cela dépend en grande partie de l'aliment de bétail. On ne peut pas s'en passer pour un mouton ou un bœuf élevé à la maison. Des aliments enrichis, des compléments nutritifs pour l'accroissement et la bonne santé des animaux. Un mouton comme ce ladoum, sa nourriture est enrichie de vitamines et d'autres nutriments qui améliorent son état. Et avec cela, on peut obtenir tout ce qu'on veut. C'est ici que tout commence. Avant d'arriver dans les fermes, le produit subit un parcours atypique. De la matière première à la mise en sac des aliments finis, la chaîne bien huilée fait son œuvre. Et au bout, une production quotidienne.
Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. En plus de Sébikotane, Kaolack, Kaffrine et Fatick vont aussi avoir des stations de déferrisation. Il s'agit d'améliorer considérablement la qualité et la production de l'eau dans le Sine et le Saloum. 18 milliards de francs CFA sont débloqués par l'État pour réaliser ces ouvrages. La babouche sénégalaise a fini de s'imposer sur le marché local. Les artisans ambitionnent aujourd'hui d'aller à la conquête des marchés extérieurs. Ils pensent ainsi à l'industrialisation de la filière. C'est l'objet de la rubrique Ateliers et comptoirs. La babouche qui fait penser à la tabaski tout comme le bétail. On s'intéresse justement à l'aliment du cheptel, des compléments nutritifs indispensables pour un élevage intensif. C'est pourquoi le secteur est investi par de nombreux entrepreneurs. Le business de l'aliment de bétail, c'est le focus du jour. Dans l'actualité sportive, le football sénégalais en attente d'un nouveau patron. Réunis ce samedi en assemblée générale, les acteurs du ballon rond vont élire à l'issue le nouveau président de la FSF. Nous retrouverons dans ce journal nos équipes au King Fad pour nous faire le point. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Justement, nous ouvrons avec cette actualité. Nous prenons la direction du King Fad pour retrouver notre équipe sur place. Seydina